J'ai toujours remarqué en revenant par exemple en Tunisie que les familles, et ça c'est un mensonge entretenu, pensent que leurs enfants sont vraiment en train de réussir et de s'accomplir. C'est-à-dire que le mensonge dans lequel sont entretenus les migrants, c'est le même mensonge dans lequel on entretient les familles. Donc c'est un cercle infernal dans lequel on ne va pas s'en sortir s'il n'y a pas véritablement une césure et une rupture vraiment pour venir mettre un terme à ces flux migratoires. Bonjour Sonia Mabrouk. Bonjour Gabrielle. Merci d'être venue jusqu'à Boulevard Voltaire. Alors vous êtes une célèbre journaliste que je ne dois plus présenter, mais on vous retrouve chaque matin dans la matinale d'Europe 1 pour le grand entretien et à Midi News sur CNews tous les jours du lundi au jeudi, je ne me trompe pas. Alors vous venez de publier aux éditions Fayard un livre intitulé « Et si demain tout s'inversait ?» Voilà, avec le sous-titre « Résistance ou allégeance, l'heure des décroisades est-elle venue ?» Alors ce mot est important, on en reparlera. Vous voyez, j'ai mis plein de petites marques. Oui, je vois ça. Oui. Parce que je l'ai trouvé très intéressant. Merci. Alors, c'est un camp des saints à l'envers, pourrait-on dire. Le camp des saints, un célèbre livre de Jean Raspail. Vous imaginez qu'un coup de théâtre géopolitique, que vous amenez très finement d'ailleurs, parce que ça paraît crédible, pousse massivement des Occidentaux, en l'occurrence des Français, à migrer vers un pays imaginaire du Maghreb, la Djalmanie, mais on sent des consonances avec Algérie, Maroc, Tunisie. Vous le situez coincé entre la Libye et l'Égypte. Et donc les nouveaux migrants sont des Français bien campés. Certains, on a l'impression de les avoir déjà rencontrés. Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça un roman ou un conte philosophique. C'est presque un apologue, parce qu'on sent qu'il y a un message derrière. Pourquoi avez-vous eu envie d'écrire ce livre? Vous avez parlé du camp des saints. Le camp des saints et Jean Raspail m'ont beaucoup inspiré. J'ai relu ce livre il y a quelques mois, donc avant de terminer le mien, et j'y ai trouvé, bon évidemment c'est un livre prophétique qui a été beaucoup critiqué à l'époque, injustement parce qu'avec le recul d'abord, évidemment il y a la prophétie de Jean Raspail, il y a aussi une plume, et puis il y avait ce qu'il avait vu arriver, et puis des scènes paroxystiques. Et en lisant, je me dis, et si l'inverse se produisait? Et si l'Européen, demain, était l'exilé, le déplacé, le migrant? Et puis à force, Gabriel, de regarder, moi je suis née de l'autre côté de la Méditerranée, cette mer Méditerranée qui est devenue, à l'aune justement des naufrages, cimetière à ciel ouvert, je me suis dit, et si on imaginait l'inverse? Ici, c'était des milliers de migrants européens, et plus singulièrement français, qui devaient s'exiler et faire face finalement à la douleur de l'exil, aux préjugés, à la difficulté des camps. Eh bien, comment est-ce qu'on réagirait face à cela? Donc l'idée est à la fois une idée, si vous voulez, romancée, mais aussi qui repose sur non pas une imagination folle, mais sur une possibilité, une probabilité que je ne souhaite pas évidemment, puisqu'il y a encore quelques mois, les dirigeants européens avaient parlé d'une possibilité d'une guerre qui pourrait se propager au continent européen. Alors, si je comprends bien, le fil rouge de votre livre, c'est quand même la grande erreur de l'Occident, qui est d'imaginer que chaque homme ait une page blanche, sans humus culturel ni civilisationnel. Et donc, c'est cela que vous décrivez. C'est important pour vous de faire passer cette idée que chaque individu n'arrive pas les mains vides dans un autre pays. Le sujet central du livre, c'est l'assimilation. C'est pourquoi nous avons renoncé, nous, Européens occidentaux, à l'assimilation. Et en réalité, la question, à mes yeux, majeure, c'est cette dissonance, cette distorsion entre le sentiment d'appartenance à une nation et le sentiment de fidélité à ses origines. Aujourd'hui, en Occident et plus singulièrement en France, nous avons des millions de Français d'origine immigrée qui sont naturalisés, mais qui ne sont pas aujourd'hui acculturés. Et donc, si vous voulez, cette distorsion, ce fossé, cet abîme entre cet attachement qui, moi, me semble naturel à une nation et ce sentiment de fidélité aux origines qu'on n'a pas su finalement contenir, c'est la question majeure aujourd'hui. Et donc, c'est celle de l'assimilation. Personne ne peut arriver dans un pays sans bagage culturel. On ne peut pas reprocher au nouvel arrivant, à un étranger, on ne peut pas lui dire de devenir vierge de tout. Par contre,
Après, quand il arrive en conquérant, ou quand il ne fait pas sienne les mœurs et les codes culturels du pays, c'est qu'il y a un véritable problème et nous y sommes de manière aujourd'hui presque généralisée. Donc selon vous, c'est parce que l'Occident a favorisé la laïcité plutôt que l'assimilation dans sa rhétorique que nous en sommes peut-être à l'échec d'aujourd'hui? Alors oui, je vais vous répondre, tout n'est pas la faute de l'Occident, parce que quand on arrive en conquérant, évidemment, dans ce cas-là, c'est qu'on veut imposer eh bien, sa vision du monde, ses codes et ses mœurs culturelles à un pays, mais aussi, vous avez raison, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on n'a rien à proposer, quand on ne propose pas, quand on ne met pas en avant, quand on ne glorifie pas même un projet assimilationniste, à quoi voulez-vous vous accrocher? À quoi voulez-vous vous arrimer aujourd'hui? Moi, je suis vraiment... ce livre, en réalité, il traduit une profonde tristesse. Moi, j'ai un arrière-goût très, très amer parce que j'aime profondément ce pays. Je me perçois, enfin, je crois en tous les cas, comme assimilée, sans toutefois renier mes origines. Et je ne comprends pas pourquoi, enfin, je sais pourquoi malheureusement, mais pourquoi on s'est interdit pendant des années un tel projet, une telle volonté. Alors, vous parliez du bouquin de Jean Raspail et des reproches qu'on lui a fait. On a beaucoup reproché à Jean Raspail d'avoir une vision globale des migrants. Enfin, en l'occurrence, il les imaginait venir d'Inde, mais le sujet était néanmoins le même, une vision collective, sans parler des individus. Alors vous, votre approche est très individuelle, hein, puisque on voit brosser des personnages. Mais est-ce que, en réalité, le vrai sujet de l'immigration, c'est pas son aspect collectif, parce qu'il y a évidemment des individus avec lesquels ça se passe bien, et si on ne parvient plus à assimiler, c'est parce qu'ils sont en trop grand nombre. Effectivement, en fait, le vrai pouvoir aujourd'hui, c'est le nombre. Le vrai pouvoir, c'est la démographie, et on peut, si on s'en donne les moyens, assimiler des individus, on ne peut plus du tout assimiler des peuples. Or, aujourd'hui, à raison de 500 000 arrivées par an, ce sont des peuples qui arrivent. Alors, on parlera sans doute de la composante confessionnelle, voire religieuse, mais quels que soient les peuples, et en l'occurrence, en tous les cas, ceux qui arrivent en Occident, ils sont non assimilables. C'est un fait. Je veux dire, normalement, il n'y a même pas de débat sur ce sujet. Ce n'est plus possible. Donc, en réalité, nous sommes en train à la fois de tuer j'allais dire, le tout petit projet assimilationniste que l'on pouvait encore développer, cette petite flamme. Et surtout, on est en train, pour ces millions de Français d'origine, mais qui sont Français depuis 3 ou 4 générations, il faut s'en rendre compte, et qu'on appelle encore immigrés pour certains, on est en train de complètement leur dire, c'est fini, ce n'est plus possible, vous avez vos papiers, vous êtes naturalisés, vous ne serez jamais acculturés aujourd'hui. Il y a aussi, on pourra peut-être en reparler tout à l'heure, une désassimilation. Une désaffiliation à la nation, oui, ouais. Qui a été encouragée soit par l'aspect conquérant, soit par une trentaine d'années de déconstruction totale de ce qu'est la nation, de ce que sont les frontières et de ce qu'est l'assimilation. Alors, il y a d'autres différences que j'ai relevées avec le camp des Saints. Dans le camp des Saints, ceux qui arrivent sont très pauvres et c'est leur arme principale, finalement. C'est-à-dire que la charité chrétienne est le talon d'Achille de l'Occident. Et puis, en même temps que sa tendance au scrupule et sa pénitence post-coloniale. Donc là, les migrants qui arrivent d'Allemagne sont plutôt CSP+, et la Germanie n'est rongée par aucun complexe. C'est peut-être ça qui explique que ce n'est pas tout à fait la même situation. C'est pas du tout la même situation. D'abord, je voulais avoir des personnages crédibles qui font vraiment face à des choix existentiels, pas tellement matériels, mais plutôt presque philosophiques. C'est-à-dire, est-ce qu'on abandonne une culture? Est-ce qu'on abandonne une civilisation? Est-ce qu'on abandonne un imaginaire, des héros, des gloires, une sentimentalité? Est-ce que vous pouvez aujourd'hui arriver? C'est ça, la question qui est posée et qui est celle de la résistance ou de l'allégeance, et en particulier de cette héroïne qui s'appelle Louise Dubreuil et qui est véritablement... pour moi, c'est la quintessence de la catholique, mais imprégnée, vous voyez. C'est pas seulement, elle est d'un point de vue culturel. C'est un héritage pour elle, spirituel. C'est aussi lié à son père, à une histoire de deuil. Donc c'est très profond. Donc je voulais un personnage qui est travaillé véritablement par la définition des souvenances, de la survie d'une civilisation, et qui se retrouve face à un contexte et à une question qui est, vous n'avez pas le choix, vous avez une guerre sur votre territoire, vous arrivez sur une terre étrangère et on vous dit, mais ici, à Rome, tu fais comme les Romains. Ce n'est pas venez comme vous êtes, c'est vous allez devenir ce que nous sommes. Pas forcément un clone culturel, mais voilà le message. C'est-à-dire l'inverse aujourd'hui de ce que nous proposons. Et je voulais montrer que cette femme, malgré ses convictions, à la fin,
On ne sait pas ce qu'elle va choisir parce que finalement, elle a été un peu ébranlée, tourmentée. Et c'est un peu ça. L'assimilation, c'est un processus quand même qui est radical, qui suppose un changement, une rupture, pas forcément de délaisser son bagage culturel, mais qui suppose... C'est à la fois, je dirais, un mariage de raison et d'amour. C'est un mariage d'amour parce que on s'accomplit dans le pays. Moi, pour la France, c'est un mariage d'amour, mais aussi de raison, parce qu'il y a évidemment les obligations, mais il y a aussi ce processus de, voilà, comment dire, de coller à ces nouvelles mœurs, à ces codes culturels. Et ce sont ces deux aspects que Louise a face à elle. C'est un choix existentiel, elle ne sait pas comment s'en sortir. Oui, ça appelle presque un deuxième tome, si je puis dire. Oui, cela ouvre c'est un conseil. Sur une suite. Alors, la religion est omniprésente dans votre livre. Alors, c'est très frappant parce que c'est même troublant pour des Français de lire cela, parce qu'il y a aussi la question de l'apostasie, de la conversion, jusqu'où on est prêt à aller aujourd'hui en France en 2024 quand on est croyant ou vaguement croyant pour garder ce que l'on est. C'est vraiment très très intéressant. Les chrétiens d'Orient ont déjà été confrontés à ce genre de choses, mais pas ceux d'Occident. Donc j'ai trouvé ce passage tout à fait frappant. La ligne de front du choc des civilisations, si vous y croyez, c'est celle-là, c'est la religion? Oui, c'est là. Je pense que tout passe par la religion. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous avez, en tous les cas pour ce qui est des pays du Sud, vous avez une religion, c'est la communauté de l'Oumma, des croyants qui proposent stabilité, qui proposent cohérence, qui proposent pérennité. C'est quelque chose qui est en dur, c'est du solide. On peut y croire ou ne pas y croire, on peut estimer que c'est extrêmement vertical et dogmatique, mais c'est ainsi. Et ça permet de structurer l'individu ou la collectivité. Et face à cette communauté des croyants, vous avez, moi je ne veux pas dire une déchristianisation, etc., vous avez surtout un nihilisme, ce que j'appelle l'homme mousse, qui est capable de tous les reniements. Et qui, vous voyez, c'est exactement ça en fait. Il est capable d'épouser à la fois toutes les époques, tous les codes culturels, toutes les modes. Et face à ça, eh bien, vous avez quelque chose qui est un sacré religieux, qui est très très solide. Donc le choc ne peut venir que de là, si vous voulez. Il ne peut venir que de ces deux substances, à la fois une sorte de quelque chose qui est vraiment malléable et puis quelque chose qui est solide, qui est presque granitique. Donc j'ai voulu le montrer dans le livre parce qu'il y a un passage où, peut-être que vous l'avez relevé, le gardien du camp, où il y a les Occidentaux, les réfugiés occidentaux, qui parlent au mari de Louise et lui dit « Mais regardez ce qui se passe par exemple à la Mecque, regardez cette effervescence, regardez tout ce monde, regardez ces croyances aujourd'hui. Qu'est-ce que vous proposez en face ?» Et il essaye de lui dire qu'en réalité, le rempart face aux idéologies woke, c'est l'islam. Donc vous voyez, il y a ce choc aujourd'hui. Moi, je l'ai toujours, d'abord craint, appréhendé ainsi, mais ça ne veut pas dire que je l'espère. Mais je pense que c'est aujourd'hui le choc qui est en train de se dessiner et de s'accomplir. Mais il ne s'accomplit pas forcément comme on l'a pensé un petit peu partout sur la planète, il s'accomplit sur notre sol. Alors, vous faites dire à l'un de vos personnages, un habitant de Jalmany, je vais faire mon Bernard Pivot, je vais lire un petit extrait. Vous croyez être la civilisation des Lumières, mais vous êtes celle des ténèbres. Vous pensez que les barbares, c'est nous, mais les vrais barbares, c'est vous. Vous dites liberté, égalité, je ne sais pas quoi, mais tout ça, c'est du vent, c'est vide, c'est creux. Vous avez trahi votre patrie, vous avez trahi votre Dieu, vous êtes des lâches incapables de défendre votre terre, votre civilisation est morte, et vous avec. C'est ainsi que beaucoup voient l'Occident de l'autre côté de la Méditerranée? L'Occident est fasciné par ce qu'il n'est plus ou par ce qu'il n'a plus. Et on a aujourd'hui des Français qui se sentent dépossédés d'eux-mêmes. Et au final, eh bien, ça donne une sorte de vitrification de la pensée. Et ça donne aussi, ça donne des murs porteurs qui sont totalement émiettés. Qui sont, je peux vous les citer, pour moi, ils sont au nombre de 7 ou de 8. C'est l'autorité, c'est la souveraineté, c'est la démographie, je dis le pouvoir c'est le nombre, c'est l'influence sur la scène internationale. On peut voir qu'il y en a plus. C'est le pouvoir qui n'a plus véritablement le pouvoir. C'est le sacré, c'est ce que je vous disais. Pour moi, le sacré est quand même beaucoup religieux et je le trouve davantage, moi qui suis de double culture, aujourd'hui dans l'islam. Donc il y a tous ces murs porteurs qui sont en train de s'effriter et ces Français qui se sentent, en tous les cas ces Occidentaux, mais je fais quand même une différence entre certaines parties de l'Europe, donc je parle plus singulièrement de la France, qui se sentent dépossédés d'eux-mêmes.
Bon, face à cela, vous avez un projet. On dit souvent que l'islam est hégémonique, mais moi je pense qu'il n'est conquérant que parce qu'on lui laisse la place. Oui. En réalité, pour être colonisé, il faut être colonisable. Mais exactement. Bon, l'islam, voilà, est peut-être en pleine expansion. Il est vigoureux, il a la vigueur pour lui, mais il est miné aussi par son grand frère ennemi, mais c'est incestueux, hein, qui est l'islamisme. Donc en réalité, c'est une vigueur qui est quand même minée de l'intérieur. On lui laisse la place aujourd'hui pour se répandre, pour s'installer, pour s'enquister. Bon, il n'y a pas de miracle, hein, quand on laisse la place. La nature a horreur du vide. C'est ainsi. Alors, vous écrivez, en tant que femme franco-tunisienne, le mythe fondateur de l'opposition Occident-Orient nourrit mon imaginaire. Est-ce que cette opposition est toujours bien réelle? Est-ce que finalement, nous ne jouons pas actuellement le match retour des croisades? Oui. C'est ce que j'ai voulu jouer avec le mot des croisades. Oui, vous avez inventé un néologisme des croisades. Effectivement. Voilà. Non, quand je vous ai dit que l'Occident est fasciné par ce qu'il n'est plus, parce qu'il n'a plus, il est fasciné aussi par un Orient. Je ne veux pas fantasmer ni glorifier un Orient qui est pour moi, qui est dans mon imaginaire ou dans mon panthéon imaginaire, mais véritablement, je pense aujourd'hui, par exemple, pour les thèmes dont nous avons parlé, qui sont les véritables murs porteurs d'une nation aujourd'hui. Prenons le sacré. Moi, j'y ai consacré un livre. Bon, ce qui m'a toujours frappé, par exemple, en France, c'est peut-être un peu caricatural, mais ça se généralise, c'est-à-dire la manière, par exemple, avec laquelle on entre dans une église. Il n'y a pas de césure entre la vie de la cité et quand même un endroit et un lieu sacré. Et j'ai souvent dit qu'on rentre dans une église comme on rentre dans un supermarché. Bon, en Orient, et quel que soit le pays, et y compris avec des chrétiens d'Orient, vous ne rentrez pas dans un lieu imbibé de religiosité, eh bien, comme si vous allez dans un autre lieu profane. Et je trouve que cette césure aujourd'hui, cette continuité, ce manque de transcendance, de verticalité, eh bien, contribue à déconstruire ce qu'il nous reste. Mais c'est quelque chose que je vis physiquement, hein, charnellement. C'est pas juste quelque chose que j'ai... Enfin, c'est pas intellectualisé. C'est-à-dire que quand je retourne chez moi en Tunisie, moi j'habite en face en plus d'une église qui est l'église Saint-Louis à Carthage. Malheureusement aujourd'hui, bon, elle a été transformée, mais quand j'y entre, voilà, il y a une forme de déférence, il y a en tout cas une césure. Même chose pour une mosquée. J'ai fait l'expérience, non pas moi-même de rentrer, parce que moi j'ai la même attitude, mais en France, je vois bien, j'observe. Et je trouve qu'aujourd'hui, cette continuité, qui est une forme de linéarité, d'horizontalité finalement, eh ben, voilà, elle contribue à faire s'affaisser ce qui reste. Donc oui, il y a aujourd'hui des différences majeures. Il y a aussi un Orient, dans certains pays, on assume l'autorité. Ça ne veut pas dire que c'est l'autoritarisme. Alors qu'en Occident, et plus singulièrement en France, la force légitime, vous la cherchez. Hein. Vous ne savez plus par qui elle est incarnée. Même chose pour le pouvoir. Le pouvoir n'a plus le pouvoir. Vous voyez bien, on a transféré notre souveraineté. On a transféré, même chose, hein, c'est même pas qu'on l'a perdu, on l'a donné. Voilà. On a promis, les gouvernants ont promis des frontières pour qu'il y ait la sécurité. À la fin, il n'y a ni frontières ni sécurité. Ils ont promis le vivre ensemble et on se rend compte qu'ils ont tous menti ensemble. Donc bon, au bout d'un moment, le constat, malheureusement, est un peu sombre. Mais par comparaison, voyez-vous, il est sombre. Oui, je comprends. Mais néanmoins, c'est des pays... l'Occident reste l'Eldorado pour beaucoup, en dépit de son effondrement moral et spirituel pour beaucoup d'habitants de ces pays-là. Vous avez raison, l'Eldorado entretenu par des marchands de sable et des passeurs. Je pense que ceux qui arrivent et qui sont sous les ponts et sous les fenêtres des immeubles haussmanniens, en particulier de la gauche, n'ont jamais pensé trouver cet Eldorado-là. Mais j'ai toujours remarqué, en revenant par exemple en Tunisie, que les familles, et ça c'est un mensonge entretenu, pensent que leurs enfants sont vraiment en train de réussir et de s'accomplir. C'est-à-dire que le mensonge dans lequel sont entretenus les migrants, c'est le même mensonge dans lequel on entretient les familles. Donc c'est un cercle infernal dans lequel on ne va pas s'en sortir s'il n'y a pas véritablement une césure et une rupture vraiment pour venir mettre un terme à ces flux migratoires. Alors, vous avez donc inventé ce mot décroisade. Alors, c'est vrai qu'on est dans la période des dés. Hein. Le déprivatif, il nous décrit assez bien déclassement, mouvement décolonial, décivilisation. Les gens se font débaptiser, la décroisade, on détricote tout. Alors, mais ce qui est amusant, c'est que ce qui est amusant ou pas d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que les décroisés, vous les imaginez presque comme des agents infiltrés de ce qui pourrait être
un mouvement comparé aux frères musulmans, hein, Oui, pour le faire vite. Est-ce qu'il n'y a pas déjà des croisés, pas forcément missionnés consciemment, mais idiots utiles, mais en France, à gauche, par exemple? Ah, il y en a, malheureusement, ils sont légion aujourd'hui. Et c'est presque, je dirais, presque les plus dangereux. Parce que ils n'ont même pas besoin de se cacher. Hein. Pour eux, c'est pas la taquilla, comme pour les islamistes, j'allais dire en pur et dur. Et c'est eux qui contribuent aujourd'hui, parce qu'ils sont dans le débat public, parce qu'ils sont dans le débat médiatique, parce qu'ils sont dans les institutions, parce qu'ils sont partout. C'est eux qui contribuent, non pas à cet entrisme. C'est un mot aujourd'hui que je rejette parce que l'islamisme était déjà entré. Ce n'est plus une offensive. Il s'est déjà installé, il est enquisté, il est déjà injecté à haute dose dans les veines du pays. Ils sont en train de contribuer aujourd'hui davantage à ce que la tache d'encre, vraiment comme sur du papier buvard, devienne un tableau, voilà, et se propage. Donc effectivement, pour parler des décroisés, alors moi, les décroisés, et là c'est l'inspiration d'un autre auteur qui est Michel Houellebecq, j'ai imaginé que les décroisés pourraient même être finalement des Européens, occidentaux. Comme dans Soumission. Oui, comme dans Soumission, mais catholiques. Ah oui, oui. C'est-à-dire, comment dire, les islamistes les plus dangereux sont les convertis. Il y a eu beaucoup d'enquêtes pour le montrer. Pourquoi? Parce que c'est les plus fanatiques, c'est ceux qui veulent prouver véritablement qu'ils ont fait ce saut terrible jusque dans le très fond de ce qui est sombre. Et donc, j'ai imaginé des croisades avec finalement des Européens, même des Français, et qui peuvent mener ou pas, ça je ne peux pas donner la fin, ce projet en terre chrétienne. Voilà. Non, mais c'est intéressant parce qu'on se souvient qu'au moment du Bataclan, Daesh avait appelé les jeunes du Bataclan des croisés. C'est un mot qui revient, qui est récurrent dans le discours, le père Hamel, etc. Tout ça, c'est du registre des croisades. Donc, et pour ceux qui ont travaillé, vous avez raison, pour ceux qui ont travaillé sur la matière terroriste, c'est un mot qui est utilisé véritablement. C'est un narratif voilà, exactement, puissant. Voilà, pour biberonner malheureusement des masses et des foules, effectivement. Ouais, c'est très intéressant. Alors, je voulais peut-être vous faire parler d'actualité, mais pas complètement. Ça parle aussi de votre livre, finalement. Interrogé récemment sur le Liban, Emmanuel Macron a parlé de miracles libanais, de gens qui cohabitent pacifiquement. Alors, le moment est comme un peu étrange pour parler de ça, du Liban de cette façon-là, en plus. Mais vous pensez que deux civilisations différentes, telles que la civilisation issue de deux religions différentes, hein, l'islam et le catholicisme, peuvent cohabiter sur le même sol? Est-ce que ça s'est vu? Je vais vous répondre, bien sûr. Ouais. Pour revenir à ce qu'a dit Emmanuel Macron, je crois qu'il est en train de fantasmer un Liban, je ne sais pas, qu'il a sorti peut-être, qu'il a rêvé, qu'il a sublimé, peut-être sorti de livres, d'un conte philosophique. Moi, j'ai l'occasion d'aller très souvent au Liban, de connaître aussi des Libanais. D'abord, c'est vrai que c'est c'est un kaléidoscope, un tableau confessionnel qui est très particulier, qui est très singulier. Il y a une forme de coexistence, mais sur un champ de mines et de ruines. Donc je ne sais pas si Emmanuel Macron veut s'inspirer de ça pour la France. Oui, c'est assez inquiétant. Je pense que la libanisation, il vaut mieux, au contraire, la craindre et ne pas la reproduire. Et je pense qu'Emmanuel Macron, sur ses dernières prises de position, je pense que même lui-même n'arriverait pas à suivre ce qu'il est en train de dire, véritablement. Bon. Ça, c'est le drame aussi de la France et notre voix qui était autrefois singulière et originale et on devient totalement aphone et inaudible. Pour ce qui est de la possibilité de coexistence, moi, je crois en une unité culturelle. Voilà. C'est-à-dire, in fine, je ne dis pas qu'il y ait des cultures de référence, mais il y a forcément la culture du pays d'accueil. Et si elle ne s'impose pas, il est impossible de vivre avec un patchwork culturel. C'est ça l'assimilation. L'assimilation, c'est qu'à la fin, vous êtes tous d'accord pour préserver une unité culturelle. Et d'ailleurs, quand mes personnages vont de l'autre côté de la Méditerranée, en Djalmanie, ces pays-là, ils ne s'embarrassent pas de préjugés. Quitte à aller jusqu'à la conversion, mais là c'est un peu l'auteur qui va assez loin, mais c'est ainsi. C'est-à-dire que, vous savez, ce qui est incroyable, c'est que l'assimilation, on l'a demandé au départ à des Français. On l'a demandé à des Normands, on l'a demandé à des Bretons, et même de manière difficile. Les Alsaciens. Voilà, les Alsaciens, les hussards de la République, avec tout ce qui s'est passé. Comment est-ce qu'on a demandé
ce qu'on a exigé pour homogénéiser à l'époque le territoire, et donc aujourd'hui pour préserver, attention, hein, c'est le pronostic vital du pays qui est engagé, pour préserver l'unité culturelle, on n'ose plus le demander, sous couvert que l'assimilation serait raciste et un concept xénophobe, alors que c'est une nécessité anthropologique. Vraiment, moi, c'est ma conviction profonde aujourd'hui. Il est vraiment minuit moins 30 secondes, je crois. Oui, oui, la question de savoir est-ce qu'il n'est pas minuit et quart. Mais... Oui, mais je suis d'accord. Je crois qu'on est même le lendemain aujourd'hui. Mais vous savez, je veux dire peut-être quelque chose qui va choquer. On a parlé des islamistes, on a parlé, c'est évidemment une menace. Pour moi, s'il faut hiérarchiser, c'est la menace numéro 1, évidemment, compte tenu de tous les chocs que nous avons eus dans notre pays. Une fois qu'on a dit cela, il y a aussi quand même, quand on dit les déconstructeurs, on pense forcément aux indigénistes et aux wokistes. Moi, j'aime pas caricaturer les élites, mais il y a quand même. Quand je vous ai dit tout à l'heure, on nous a promis le vivre ensemble, on a eu ils ont menti tous ensemble. Il y a quand même une partie de l'élite qui a aussi été dans la taquilla, dans la dissimulation. C'est pas possible, vous savez, ils nous ont dit on va faire la guerre contre tout. On a eu la guerre contre les trafics, contre le terrorisme, contre le Covid, contre le harcèlement scolaire, contre le bas niveau scolaire, etc. Et à la fin, on a eu la guerre de rien du tout. On nous a dit, je vous ai dit, les frontières, finalement, on est en sécurité nulle part. Je veux dire, tous ces mensonges, parce que je pense que personne, il n'y croyait pas. Ça a été une forme de dissimulation sur 30 et 40 ans. Et moi, je leur en veux énormément. Parce qu'on a beau parler de certaines sphères de déconstructivistes, si je puis dire, ils ont été aux manettes. Donc c'est d'abord les gouvernants. Ce sont eux qui ne veulent pas parler de projet assimilationnistes. Ce sont les politiques que j'interroge qui n'osent pas même prononcer le mot. Ou alors il est laissé à certains partis politiques, mais c'est pas ça. Quand on assume un projet assimilationniste, on l'assume tous ensemble. Donc ils sont responsables, ils sont coupables. Le mot responsable politique veut encore dire quelque chose. Mais on assiste dans certains quartiers peut-être même à de l'assimilation à l'envers aujourd'hui. Ah mais complètement. Mais quand on est dans ces zones de non-droit aujourd'hui, la culture de référence, c'est le tribalisme, c'est la communauté ou c'est une sorte de territoire islamique. Mais je vais vous dire, ce sont des territoires islamiques avec presque quand on dit ce sont des zones d'un autre droit et d'autres lois, mais elles existent ces lois. Alors que parfois, dans d'autres parties du territoire, elles n'existent plus. C'est-à-dire, quand je dis qu'on est fasciné par ça, évidemment, tout ce qui ne répond pas aux lois aux règles et aux lois est à condamner et à dénoncer, mais ça s'est structuré et organisé sur quelque chose de solide. Donc, il y a pas seulement à le dénoncer, il y a à se dire comment ça peut se structurer, comment ils sont arrivés à faire sur notre sol, ce qu'on n'arrive même pas, nous, à construire en réalité. Voyez-vous? Et donc, il y a quand même des éléments comme la transcendance, comme la verticalité, comme l'autorité qui n'est pas l'autoritarisme, comme le respect de la religion. Ça ne veut pas dire qu'il y a une forme de dogmatisme et qu'il faut se plier, etc., qu'il faut être un agenouillé face à des agenouilleurs. Mais ce respect de la religion, moi, je ne le trouve pas en France. Je le trouve de moins en moins en Occident. Ça me choque. Vous rasez le Sacré-Cœur, c'est oui. dire. On s'étonne de choses qu'on a nous-mêmes produites. Voilà. À un moment de dire, oui, mais regardez, évidemment, les islamistes, les idiots utiles, mais enfin, nous-mêmes, nous avons contribué à cela. C'est pour ça que j'ai quand même, par rapport aux gouvernants, quels qu'ils soient d'ailleurs, et ces dernières années, je pense qu'il y a une forme de dissimulation. C'est un mur du mensonge et de la honte qu'il faut faire tomber. Parce que là, on parle beaucoup de problèmes, Gabriel, mais tout peut encore changer. Il y a quand même une possibilité. Hein. C'est quand même la France, il y a quand même il y a des ressorts, on va en parler. Mais cette responsabilité-là, aujourd'hui, on ne peut pas faire comme si elle n'a pas existé. Alors précisément, on a parlé de minuit moins le quart ou minuit et quart. Vous venez d'avoir une petite fille. Quel avenir voyez-vous pour elle? Est-ce que vous pensez qu'il y a encore des motifs d'espérer? Pour vous, la France n'est pas finie? Non, parce que véritablement, et je crois que Boulevard Voltaire met souvent en avant, il y a une jeunesse qui a l'esprit et le cœur accrochés très très haut, dans les cimes et en altitude. Il y a une jeunesse, je pense, qui ne veut pas voir justement son histoire rabaissée. Pas forcément la glorifier, mais tout simplement la sanctuariser, je veux dire la respecter.
Moi, dès que je suis arrivée en France, il y a quelques années, et avant même d'être arrivée en France, quand j'étais à l'école française en Tunisie, j'ai connu les lycées français, tout ce tissu de la francophonie, je crois que nous, en France, on n'a pas idée de la vigueur d'un tel tissu. On n'a pas idée. Moi, quand j'étais au lycée français, c'était dans un quartier de Tunis qui s'appelle La Marsa, mais c'était une fierté d'aller tous les jours dans ce lycée et de voir flotter le drapeau français. On avait l'impression de rentrer, d'ailleurs on se disait, c'était presque une blague entre nous, tu vas où aujourd'hui? Ben, je vais en France. Ah ouais. Mais oui, c'était un bout de territoire français. Nous avions nos professeurs français, donc pour nous c'était une chance de pouvoir de baigner dans une autre culture. Et vraiment, moi, c'est pour ça quand je dis j'aime la France, je ne le dis pas pour plaire, parce que j'ai jamais eu besoin de le dire pour plaire. Je le pense profondément. Quand on vient d'ailleurs et quand on a eu la chance d'accéder par l'école, la littérature, véritablement à ce qu'est la France et cette civilisation et cette culture, on ne peut pas se dire on baisse les bras. Donc cette jeunesse, j'y crois. Cette histoire protégée, sanctuarisée, j'y crois. J'avoue que quand j'avais regardé les Jeux Olympiques, je me suis dit cette France-là, c'est pas ma France. Mais ça ne veut pas dire que moi c'est une France de la nostalgie. Pour moi, le passé est un projet d'avenir. Connaître son passé, partager les mêmes gloires que vous tous, les mêmes héros, une même trame, voilà, un même panthéon imaginaire, c'est ça l'assimilation. Et je pense aujourd'hui que de plus en plus de jeunes, alors j'espère ma fille et d'autres, seront biberonnés à ça. J'y crois véritablement. Mais, ce que je dis, il faut faire tomber ce mur de la honte et du mensonge. Il y a des phrases qui ne peuvent plus être prononcées aujourd'hui dans le débat politique et médiatique. Parce qu'on sait que c'est faux. On sait que ce vivre ensemble n'est plus possible aujourd'hui. Il n'est plus possible. De toute façon, même un ancien ministre de l'Intérieur, feu Gérard Collomb, l'avait dit. C'est même plus qu'on vit face à face aujourd'hui. C'est qu'on ne vit quasiment plus sur le même sol en réalité, puisqu'il y a ceux qui vivent dans les zones de non-droit et puis il y a les autres. Donc on est sur le même sol, on n'est plus dans un même territoire. C'est une réalité. Très bien. Écoutez, merci Sonia Mabrouk. Merci beaucoup. Nous finissons quand même sur des mots d'espérance. Toujours. Rien n'est perdu. Je rappelle le titre de votre livre. Et si demain tout s'inversait, résistance ou allégeance des décroisades est-elle venue? Donc c'est encore une fois un camp des saints à l'envers pour ceux qui l'ont lu. Et je sais qu'ils sont nombreux parmi les lecteurs de Boulevard Voltaire, donc chez Fayard. Merci à tous. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner à notre chaîne YouTube et je vous souhaite à tous un bon dimanche. Merci Sonia. Merci beaucoup.